Donc, d'abord, merci beaucoup, Annie, d'abord pour l'invitation et puis pour cette présentation. Bonjour à tout le monde. Donc, je voudrais vous présenter les applications sociétales de l'océanographie opérationnelle. Et j'ai l'intention de vous expliquer ce que c'est d'abord et puis de vous donner des exemples. Mais avant, je voudrais vous raconter quelque chose qui est important pour moi. Le fait qu'il existe une petite tribu dans le monde, que j'espère vous allez rejoindre, qui s'intéresse à la salinité pour la semaine prochaine à 3000 mètres de profondeur dans le Pacifique Sud et qui télécharge une application gratuite sur un téléphone de cette sorte-là et qui régulièrement va voir comment ça se passe. Et en fait, mon désir secret serait que vous rejoigniez cette tribu, ce qui veut dire que vous vous sentiez concerné par ce qui se passe dans la mesure de façon systématique de l'océan et de ses variations. Donc il suffit de cliquer, ensuite vous choisissez la zone que vous voulez. Donc là, on va dans Grande-Bretagne. On propose un certain nombre de points, et puis ensuite, vous avez la température, la salinité, et puis là, il se trouve qu'il n'y a pas de courant. Et ça ne vous sert à rien dans la journée. C'est quelque chose qui est très important, mais qui est inutile dans la journée. Voilà. Et j'espère que vous allez comprendre pourquoi c'est si important, mais je suis certain que vous le savez déjà, puisque vous êtes ici aujourd'hui. Donc l'océanographie opérationnelle, je voudrais vous expliquer d'abord ce que c'est, parce qu'on parle de ça, mais je voudrais montrer comment ça marche, à quoi ça sert, évidemment, qui se soucie de cette océanographie opérationnelle, de cette nouvelle composante de l'océanographie, ce qu'on sait faire aujourd'hui, quels sont les enjeux, et puis pourquoi on est tous concernés par cette nouvelle façon de mesurer en permanence l'océan et ses variations. Un des produits, le plus simplement, pour commencer, c'est de vous expliquer ce qu'on a comme application typique. Donc ça, c'est la prévision pour demain. Elle a été faite mercredi dernier. De la température à la surface des océans. Vous commencez maintenant à être habitué à cette palette de couleurs. Donc, il fait plus chaud dans les tropiques. On voit qu'on a des températures qui flirtent avec les 30 degrés. C'est dans le rouge foncé, c'est 30 degrés. Et puis, les eaux bleues sont froides. Elles sont à quelques degrés. On observe là-bas, on retrouve la carte de la France que nous montrait Annie Cazenave. On voit bien qu'en Méditerranée, on va peut-être réussir à atteindre un petit peu le vert, donc on est peut-être dans les 14-15 degrés, alors que dans le golfe de Gascogne, on est toujours dans les 12 degrés. Voilà, ça va évoluer, mais c'est typiquement ce genre de produit, évidemment décliné de centaines de façons différentes, de façon locale ou de façon globale, qu'on fait maintenant de façon systématique, et depuis un certain nombre d'années. Alors je vais commencer forcément par vous expliquer le défi, comment en fait on a développé tout ça. Je vais commencer par ça, parce qu'il y a énormément d'explications sur le présent qui s'expliquent en comprenant d'où l'on vient, c'est-à-dire une grande motivation, une ambition démesurée qui nous avait été confiée, et puis beaucoup de plaisir à développer ça. Et pour l'océanographie opérationnelle, retenez qu'il nous faut 5 éléments. Et on part au début des années 90, et le premier, évidemment, le premier réflexe, c'est d'aller en mer et de voir des marins, des vrais, qui prennent la mer pour aller observer l'océan, comme ça a été fait pendant des siècles, et qui vont mettre à l'eau des instruments dont Annie a déjà parlé, qui vont nous mesurer la profondeur de l'océan, qui vont s'arrêter en station et aller de façon très très précise mesurer des paramètres de la température, de la salinité ou des paramètres biogéochimiques, ou qui vont mettre des bouées à l'eau avec des navires. Ça, c'est le premier élément. Donc on a cette première communauté, donc vous les imaginez, ce sont des marins comme on en voit quand on se rapproche de la Bretagne, par exemple. La deuxième communauté, c'est celle des satellites, dont vous commencez maintenant à connaître un certain nombre d'éléments. Et ici, c'est OPEX Poséidon, c'est celui qu'on aime bien parce qu'il a vraiment propulsé l'océanographie opérationnelle dans ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'il était pour la première fois capable de fournir des informations très précises, de façon systématique sur l'ensemble du globe et en temps réel, et ça nous a aidé à développer ça. Et il y a un troisième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une communauté scientifique en France, en Europe et dans le monde, qui est extrêmement dynamique et qui était très réceptive à toutes ces possibilités de développer encore plus les capacités de prévision en temps réel, assez dynamique, assez jeune et sans aucun tabou, au sens où on a foncé droit pour faire les choses, croyant avec ferveur que c'était possible, et ça nous a bien servi. Et le quatrième élément, c'est cette idée qui sous-tend tout ce que je vais raconter ensuite,
qui est qu'on a combiné en fait l'observation des satellites qui voient très bien ce qui se passe en surface et qui le voient de façon systématique et de façon très précise, avec cette information verticale qui vient des observations in situ, donc à la mer, qui en certains points du globe va mesurer de façon très précise également sur la verticale la situation de l'océan. On a combiné ça avec une représentation virtuelle de l'océan, ce qu'on appelle nous un modèle, donc nos équations. On a mis l'océan en équation et on a contraint ces équations à respecter ce qu'on observait soit depuis l'espace, soit en mer. Et à partir de ça, on a laissé dériver notre maquette numérique de l'océan dans le temps pour faire des prévisions. Et ça, évidemment, c'est un schéma qu'on connaît déjà pour la météo. C'est ce que font les météos. Ils ont la chance d'être un petit peu repliés. Donc les observations in situ et les satellites observent un même milieu qu'est l'atmosphère. Mais on a évidemment directement suivi ce modèle-là. Et pour l'illustrer, il faut que vous compreniez ce qu'on avait avant et ce qu'on avait juste après. Alors, cette animation, je l'aime beaucoup, donc je vous la montre avec grand plaisir. Ce que vous avez là, c'est donc vous reconnaissez les côtes de l'Europe ici, et puis cette représentation assez tranquille, c'est les grands courants océaniques. Vous suivez les lignes de couleur, vous avez des grands courants océaniques ici qui passent sur les Açores et Madère. Et avant que le satellite ne soit pris en compte, c'est ce qu'on avait comme information moyenne sur l'océan. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce satellite qui vole, qui est OPEX Poséidon. On voit sa trace passer, et lui, il voit la topographie qu'Annika Genève vous a montrée, et il va nous mettre en mouvement, il va donner de l'énergie à ce modèle d'océan, et créer les tourbillons sous vos yeux. Ce que je vous montre, c'est assez rapide. Ça me ferait plaisir que ça fonctionne. Dommage. Pardon, je ne regardais pas le bon écran. Donc vous voyez ici la turbulence océanique qui est directement transmise par le satellite au modèle, qui est lui-même capable de l'absorber. Et on voit donc ce nouveau visage de l'océan qu'on va adopter à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va accepter de considérer que notre réalité de l'océan, c'est un océan hyper turbulent avec des anticyclones, des tourbillons. Un anticyclone ou un tourbillon dans l'océan, c'est une centaine de kilomètres à peu près. C'est plus petit que dans l'atmosphère, et on va apprendre à les représenter de façon systématique. Et le premier réflexe, immédiatement après cette première expérience, qui est faite en laboratoire finalement, avec des ordinateurs et des satellites, c'est d'aller en mer et de vérifier que cette vision très turbulente de l'océan est bien confirmée par les bouées. Vous prenez ces bouées, vous les confiez à des personnes qui vont en mer. Dans cette zone-là, il les largue, et on va essayer de vérifier que notre modèle numérique avec le satellite est capable de reproduire la vérité du terrain. Donc vous avez ici votre petite bouée, ça va s'animer. Vous avez ici cette représentation du modèle, et on va vérifier que les petites bouées qui ont été larguées, soit rouges, soit noires, vont effectivement suivre les variations du modèle. Et on les voit, regardez comme elles s'enroulent de façon harmonieuse autour des structures qu'on avait vues. Il y en a certaines, regardez le front qui est assez marqué et les structures qui vont suivre. Et c'est quelque chose qui a été très important parce qu'à partir de cet instant-là, on a cru à ce qu'on faisait et on a réussi à convaincre également qu'il fallait continuer. On a compris qu'il était possible de faire de la prévision océanique en intégrant les satellites, les observations in situ, les modèles, et de continuer. Donc on l'a fait. Et c'est ce qui s'est passé en 1995, c'est que cette confiance, elle a été transmise aux dirigeants des organismes publics qui sont sur la diapositive ici, et qui ont décidé de créer un projet qui s'appelait Mercator, en disant on va travailler tous ensemble pour essayer de développer encore plus cette océanographie opérationnelle. Et on est parti avec cette idée, et le 17 janvier 2001, on a fait notre premier bulletin. Pour la première fois, on a prévu avec 15 jours d'avance la situation dans l'Atlantique Nord, ici. Et puis, il se trouve qu'au même moment, il y avait des campagnes en mer qui partaient, qui sont allées vérifier la réalité de ce qu'on prévoyait. On prévoyait donc à ce moment-là, ici vous avez une carte de niveau de la mer en Atlantique Nord et en tropical. Et à partir de cet instant-là, on n'a plus jamais arrêté. Voilà. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je suis assez heureux parce qu'il y a un des signataires qui est dans la salle, qui est Jean-François Munster, qui est venu ici. Et ce bulletin-là, il est à l'Académie de Marine, et ça me fait plaisir de le dire à chaque fois, parce que pour nous, c'est vraiment le début. Et depuis le 17 janvier 2001, toutes les semaines, on a fait des bulletins, et depuis quelques années, tous les jours, on fait des bulletins, et donc ce métier de prévisionniste océanographe est né ce jour-là. C'était ce genre de choses, la température de surface. Souvenez-vous, dans tout ce que je dirais, qu'on discute de quelque chose qui représentait l'océan dans ces trois dimensions d'espace et dans le temps. On peut donc faire une coupe verticale de ce qui se passe entre la Floride et Gibraltar, observer la section entre 0 et 5000 mètres de la température à travers l'Atlantique, ou celle de la salinité. Et vous observez ici
On a l'impression que les couches s'écartent un petit peu pour laisser passer quelque chose, et ce qu'on laisse passer ici, c'est la salinité, les eaux salées qui viennent de la Méditerranée à cet endroit-là, qu'on verra un peu plus tard. Et on a travaillé dans un océan virtuel dans toutes ces dimensions à partir de là. Autre élément qu'il fallait valider, notre capacité à faire de la prévision. Vous êtes ici sur l'Amérique du Sud, partie nord-est. On a prévu pour le 11 avril 2001 un tourbillon assez fort qui allait se passer à cet endroit-là. Et on le faisait avec une certaine anxiété, parce que la situation 15 jours auparavant était celle-ci, c'est-à-dire évidemment des courants assez forts, mais des structures qui n'étaient pas très claires pour le cerveau humain. Et il fallait la science de l'océanographie pour prévoir cette évolution d'un tourbillon très marqué. Et donc on a évidemment vérifié 15 jours après, une fois que les satellites sont passés sur zone, que notre prévision était bonne et qu'effectivement il y avait un tourbillon en formation. Donc capacité à prévoir, capacité à représenter dans les 3 dimensions. Et à partir de là, on a revisité en fait tout ce que les océanographes physiciens, en l'occurrence, connaissaient déjà. On est allé le reproduire avec nos systèmes et on a cherché à systématiser ça. Donc on est allé revisiter tous ces grands courants. Le Gulf Stream dans l'Atlantique, le Kuroshio au niveau du Japon, le courant de l'océan austral. On s'est intéressé à ça. Et si on regarde par exemple le Gulf Stream tel qu'on le représentait, on s'est abîmé les yeux à essayer de regarder, de qualifier, de valider l'ensemble des phénomènes qu'on arrivait à remodéliser et à prévoir, sachant qu'à chaque fois on avait cette exigence de faire ça de façon opérationnelle, c'est-à-dire en temps réel, en promettant à chaque fois que la semaine suivante, on serait à l'heure pour fournir les prévisions. Ce qui s'est passé. Autre exemple, qui sont ces tourbillons dans la mer d'Alboran ici, des tourbillons assez forts et qui sont connus des navigateurs. 5e élément, puisqu'on est dans l'océanographie opérationnelle, on se pose toujours la question de savoir si un jour ce qu'on fait, qui peut être magnifique, va servir à quelqu'un. Et on venait juste de créer une petite équipe de prévisionnistes, c'est-à-dire des personnes chargées de transformer en un bulletin plus synthétique l'ensemble de la matière numérique qu'on pouvait créer à partir de ces systèmes-là, lorsque le téléphone sonna. Et donc le prévisionniste s'appelait Jérôme, et il a eu une dame, qui l'appelait. C'était une maman inquiète pour sa fille qui cherchait le Gulf Stream. L'histoire est vraie, hein, c'était une histoire vraie. Et on était enchantés, parce qu'on était utile à quelqu'un. Donc on a indiqué que le Gulf Stream était un peu plus au sud, et la jeune fille concernée, c'était Maud Fontenoy, qui commençait sa traversée de l'Atlantique à la rame, et qui faisait ce trajet, qui partait de là et qui visait les côtes françaises, et elle était en train de chercher le Gulf Stream. Donc les gens de Mercator Océan ont indiqué l'endroit où il y avait plus de chances de trouver les courants porteurs, et à partir de là, on a suivi en fait le trajet de Maud Fontenoy. Vous voyez qu'elle a fait une distance totale de 6707 km, alors que la route directe aurait été 3726. Donc c'était cette différence qui nous intéressait. Et en particulier, alors on a donné des cartes de ce type-là. On a été bien conscient qu'on n'avait pas beaucoup d'influence sur les événements. Il est évident que d'abord on n'y était pas pour grand-chose, c'est elle qui ramait, mais c'était bien de voir comment expliquer ces variations dans la route. On va regarder ces deux-là en particulier, pour comprendre comment ça se passe. 15 juillet, 23 juillet, on voit qu'elle a suivi cette trajectoire. On a superposé notre carte de courant à nous pour comprendre qu'en fait, elle avait suivi une veine de courant ici et qu'ensuite, elle avait trouvé un autre courant qui l'a ramené un petit peu vers le sud-est. Et donc, on était capable, nous, de lui expliquer pourquoi, en fait, elle avait dérivé de cette manière-là. Alors que, ici, vous avez une autre façon de représenter notre structure océanique, qu'elle a contournée, alors que les vents eux-mêmes étaient assez faibles et ne permettaient pas d'expliquer ces changements dans la route. Le deuxième exemple, c'est cet exemple ici, entre le 13 août et le 20 août. Ça, c'est les vents qu'il y avait le 13 août, au début de cette trajectoire-là. Vous voyez et là, c'est le 20 août, avec des vents assez stables d'une autre direction. Il nous reste à expliquer ce petit changement de cap. Et là encore, ça c'est une structure océanique donc on prévoyait, qu'on a expliqué, le fait qu'elle a contourné cette structure, en tout cas que son bateau l'a fait, et qu'elle est allée ici suivre des courants, reprendre cette petite branche ici. Donc à partir de là, on s'est senti d'une utilité importante, mais à dire la vérité, on avait été sollicité un peu avant pour des choses beaucoup moins marrantes, qui était le 13 novembre 2002, le naufrage du Prestige. Vous vous souvenez de cet événement, Atlantique Nord, côtes espagnoles, avec la question de savoir comment gérer la situation et surtout
en ce qui nous concernait, quoi déduire des courants pendant cette période-là et où est-ce que ça allait se passer, où est-ce que ça allait pouvoir s'échouer. Ça ne s'est pas passé en temps réel, ça s'est passé après coup, avec les équipes de Météo France. On a rejoué l'événement pour essayer de comprendre si le fait d'avoir couplé l'ensemble du dispositif avec les produits Mercator aurait pu aider. Ici, vous avez une prévision des dérives de nappes de pétrole par un système de Météo France qui est en charge de ces questions-là en France. En bleu, ils prennent en compte les courants Mercator. En rouge, ils prennent en compte essentiellement le vent. Et on se rend compte qu'en prenant en compte les courants, on arrive à une prévision d'échouage sur les côtes françaises, qui est effectivement ce qui s'est passé. Et ça a démarré une collaboration de ce type-là avec les équipes de la prévision de nappes de pétrole à Météo France, qui aujourd'hui utilisent de façon systématique ces produits d'océanographie opérationnelle. Autre exemple, août 2005, on est déjà un peu plus ancien dans notre activité, l'ouragan Katrina, Atlantique Nord, Golfe du Mexique, avec ici une petite nécessité de regarder un peu comment ça se passe dans le Golfe du Mexique. Vous avez ici le début du Gulf Stream, et vous avez le courant qui génère ici des tourbillons, qui sont des tourbillons qui sont chauds, qui sont anticycloniques et qui sont donc chargés de chaleur, et qui vont jouer un rôle de réservoir d'énergie pour les cyclones qui passent au-dessus de cette zone-là. Et lorsqu'on observe la situation de Katrina, vous voyez ici la trajectoire du cyclone avant qu'elle arrive sur les côtes américaines de la Nouvelle-Orléans. On voit que le cyclone se charge en intensité. Vous voyez que l'intensité augmente ici, passe au-dessus de ce tourbillon très chaud, se gorge d'énergie et va ravager la Nouvelle-Orléans. Vous voyez ici la variation d'intensité, 1, 2, 3, 4, 5, 4, avant d'arriver sur la Nouvelle-Orléans. Donc, là encore, on n'est pas associé à ces questions dans l'ordre opérationnel des choses. On est encore en train d'essayer de comprendre l'importance de l'information qu'on génère et qu'on élabore. Mais le premier exemple, avec le Prestige, on a un océan qui est mécanique, qui va transporter des polluants. Ici, on a un océan qui est un océan thermique, qui a de la chaleur. Et dans les deux cas, on peut avoir de l'importance dans la transmission de cette information aux équipes opérationnelles en charge. C'est ce qu'on est en train de comprendre. On continue pendant ce temps-là l'effort, qui pour l'instant on travaille essentiellement sur l'Atlantique Nord. À partir de 2005, on passe à l'ensemble du globe, donc on continue le travail scientifique et technique qui consiste à développer l'ensemble de ces systèmes. Et à partir de là, on a une vision mondiale de l'océan, c'est-à-dire qu'on se retrouve en parallèle avec la vision des satellites, on peut le comparer et on peut essayer d'abord de faire aussi bien. Ensuite, on prend évidemment cette information qu'on intègre dans nos systèmes, on ajoute la dimension verticale et la prévision, et on peut à ce moment-là travailler à l'échelle de l'ensemble du globe. Donc ça, c'est l'exemple de la température, la salinité qui vous a déjà été présentée également tout à l'heure. La salinité en surface, on voit que l'Atlantique Nord est un océan plus salé, que la Méditerranée l'est également, mais aussi il y a de la salinité à 1000 mètres dont je vous parlais tout à l'heure, où quand on zoome un petit peu ce qui se passe à cet endroit-là, on voit bien la Méditerranée très salée, qui à 1000 mètres de profondeur, va se déverser dans l'Atlantique Nord et générer ces phénomènes-là. Et nos systèmes, on a comme exigence qu'ils soient évidemment capables de reproduire de façon la plus exacte possible ces phénomènes qui sont très bien connus par ailleurs des océanographes des laboratoires de recherche. Les courants, donc évidemment ici il faut zoomer pour en voir de plus proches, le Kuroshio, quand des centrales nucléaires explosent dans ces zones-là, on peut se demander le rôle que va jouer le Kuroshio dans la dissémination des polluants. Le courant à Gibraltar, dont je vous ai déjà montré des détails et que je reviens un petit peu là-dessus, avec ces gros tourbillons ici qui sont si importants à connaître lorsqu'on navigue dans ces zones-là. Donc on a maintenant une vision globale et on poursuit notre tour du monde. On rajoute à notre capacité de prévoir la température, la salinité et les courants, la capacité à décrire ce qui se passe au pôle Nord et au pôle Sud avec la couverture de glace, la concentration en glace, la couverture de glace, l'extension géographique, et puis maintenant aujourd'hui la vitesse également. Et on arrive à des descriptions de l'océan de façon systématique, opérationnelle, temps réel, disponible pour chacun, avec des informations qui deviennent assez fiables d'une part, mais assez précieuses pour tous les utilisateurs qui commencent à découvrir ce genre de choses. Et vient du coup la question qui est de savoir si au-delà de la démonstration scientifique qu'on sait intégrer tout ça, cette excellence de la démarche scientifique et technique qui nous a animés, si on va être capable de transformer ça en un vrai service. Donc c'est un peu l'âge de raison. On est 10 ans plus tard, dans les années 2005, et là le téléphone sonne une fois de plus, avec des gens au bout du fil
qui sont de l'Union européenne et qui nous proposent, ou qui nous demandent de venir pour discuter un peu, pour voir si on va être capable, en 5 ans, de structurer cette capacité, de transformer cette capacité de démonstration scientifique en un réel service communautaire qui serait fait en interaction au niveau entre les différents États membres de l'Union européenne, etc. Donc je vais à Bruxelles. Et j'ai cette tête-là parce qu'on sait que beaucoup de choses peuvent se jouer à ce moment-là. Après 10 ans, je ne vais pas parler beaucoup de ça, mais c'est important que vous compreniez ça. Après 10 ans, évidemment, une fois que la science a démontré que c'est extraordinaire, on continue toujours encore à progresser, mais il faut à un moment donné vérifier que le soutien pour développer, pour transformer ça en une activité opérationnelle, pour développer un service, va continuer. Les organismes français que je vous avais vus tout à l'heure soutiennent, depuis que j'ai commencé à parler, là, depuis 10 ans, ils soutiennent de façon très forte le développement. L'Union européenne dit on doit jouer un rôle. Est-ce que vous êtes prêts? Donc il nous pose 2-3 questions en fait. Il nous pose la première question de l'utilité, et vous allez découvrir les 2 autres après. Donc pour la question de l'utilité, on leur propose de... D'abord on est persuadé que c'est utile, on a commencé à avoir des contacts assez sérieux avec des gens intéressés, et on leur propose un tour du monde pour leur expliquer un petit peu ce qu'on pressent, à défaut d'avoir des vrais utilisateurs qui aujourd'hui sont un peu plus présents. Alors on leur dit, allons à Malte par exemple, et regardons ce que le routage pourrait avoir comme intérêt dans ce genre d'informations. Vous êtes donc en Méditerranée, vous êtes commandant d'un navire, vous vous trouvez là, vous voulez aller à Malte, et votre premier réflexe c'est d'aller tout droit. C'est généralement ce qui se passe. Mais si vous disposiez d'une information issue de l'océanographie opérationnelle qui vous indique que vous avez, pour le septembre 2008, un très beau courant porteur, peut-être pourriez-vous l'utiliser. Et dans ce cas-là, vous économiseriez un peu. C'est une trentaine de tonnes de pétrole, un pétrolier par jour. 200 tonnes, quand c'est un supercontainer, c'est quelque chose qui frise les millions d'euros pour traverser le Pacifique. C'est important quand même, le budget carburant pour ce genre de choses. Donc même s'ils économisent 1% ou 2%, c'est quelque chose à considérer. Et ne croyez pas qu'il vous suffira de redessiner sur vos livres ce trajet pour l'utiliser de façon systématique, parce que la situation il y a 2 mois auparavant était un peu différente, et probablement qu'ici, vous auriez dû aller tout droit. Donc, a priori, on peut penser qu'il y a des gens de ce métier-là pour être intéressés par cette activité-là. Si on va maintenant un peu plus loin dans l'Indien Nord et qu'on regarde un petit peu les activités offshore qui sont assez développées dans cette région-là, on a dans les forages en eau profonde des forages avec des ombiliques souples qui sont assez sensibles aux conditions d'environnement, au courant par exemple dans ces zones-là. Et il y a un monitoring très fin qui est fait, une surveillance très fine qui est faite des conditions d'environnement pour éventuellement mettre en pause les opérations si on observe des courants très forts. Donc évidemment, de prévoir de façon fiable les courants en surface ou en profondeur, qui reste quand même assez important dans cette zone-là, peut avoir de l'importance. A contrario, c'est une exigence énorme pour nous, puisque ça exige d'être vraiment très précis à des échelles qui sont au pied de la plateforme, en l'occurrence, très locales, et ce n'est pas quelque chose qui est si simple, avec lequel on a encore des difficultés aujourd'hui. Mais enfin, on sent bien qu'il y a une nécessité de surveiller, pour les opérations en mer au sens large, les conditions d'environnement. Si on traverse et qu'on se retrouve au golfe du Mexique, on a déjà vu tout à l'heure ce qui se passait pour Katrina, mais c'est important parce que cet exemple-là, il nous montre quelque chose qu'on a un petit peu du mal à imaginer sinon, c'est cette puissance thermique de l'océan qui est disponible. Et je voudrais vous illustrer cette situation-là sur un autre cyclone, qui est le cyclone Jeanne, qui a fait un peu moins parler de lui, mais qui était en 2004. Vous en voyez ici la trajectoire, c'est les petits points qu'on voit là. Voilà, donc vous voyez le cyclone, il a fait cette petite trajectoire, il a fait une petite boucle ici, et puis ensuite il a filé sur la Floride. Voilà. Et ce que vous observez sur la carte, c'est la température de surface. Et on voit comment, à partir du moment où il fait sa boucle, il va pomper toute cette énergie, on voit comment elle diminue tout d'un coup, il prend son énergie et il repart. Et cette surveillance systématique, une fois de plus, de la chaleur de l'océan contenu et de ses variations en fonction des saisons, du mois ou de la semaine, on en comprend l'importance et on commence aujourd'hui à fournir des états, des indicateurs, des informations aux gens qui sont chargés de comprendre comment ces phénomènes-là sont générés. Là aussi, la science est en marche, elle n'est pas encore arrivée.
Autre exemple qui nous ramène au climat, que je voudrais juste illustrer par la couverture de l'Arctique, avec les situations de notre capacité à surveiller ce qui se passe en termes de couverture de la calotte glaciaire, avec à partir du moment où vous avez des systèmes qui intègrent les informations observées, qui les modélisent et qui vérifient de façon précise la qualité, on peut commencer à travailler sur des tendances, on peut commencer à travailler sur la matière numérique qui va être ensuite fournie aux personnes spécialistes, aux chercheurs qui vont en chercher les causes ou les intégrer dans des scénarios qui sont des scénarios climatiques, qui n'est pas notre métier, mais on a un rôle à jouer en fournissant des conditions initiales pour ces travaux-là. Et enfin, en Baltique, la Baltique est une mer semi-fermée, où les questions d'environnement sont très présentes. Ici, vous avez une carte de la température, une carte de la salinité, une carte de la chlorophylle, qui vous amène au secteur de la biogéochimie. Toute la question de la qualité de l'eau dans la Baltique, il y a des politiques environnementales importantes, où l'Europe joue un rôle, où les pays riverains jouent un rôle, et ces produits d'océanographie opérationnelle rentrent aujourd'hui comme une des données d'entrée dans les discussions. Voilà, et donc c'était une petite tour de piste pour essayer d'avoir une idée de ce que pourraient être les zones d'application de cette océanographie opérationnelle. Et la deuxième question qu'on nous pose, c'est est-ce que vous pouvez faire mieux? C'est-à-dire, est-ce qu'une fois qu'on vous aura dit très bien, soyez opérationnel, est-ce que vous aurez encore la capacité à progresser encore et encore et à développer des produits qui scientifiquement seront toujours proches de l'état de l'art? Alors pour ça, il y a différentes clés. Il y a quelque chose dont je voudrais vous parler quand même, c'est la collaboration internationale. D'emblée, quand on a commencé à travailler là-dessus, on a commencé à travailler au niveau international avec un processus très scientifique, c'est-à-dire très ouvert. On a partagé nos informations, partagé nos données, on a intercomparé nos systèmes, et ça nous a amené très loin tous ensemble, et on voit émerger à travers le monde des centres d'océanographie opérationnelle de la même espèce que celui qu'on a en France ou en Europe. On a travaillé à ça, et on a renforcé encore plus le partenariat au niveau européen, comme l'a expliqué Annie Cazenave. Il y a un deuxième élément, c'est que pendant ce temps-là, le secteur d'observation, qui est si fondamental pour pouvoir travailler, continue. On a des satellites comme Jason 1, Jason 2 qui ont suivi le Topex Poséidon, et on voit émerger une filière d'observation qui nous rassure sur la capacité de ces infrastructures à survivre et à continuer, à nous assurer qu'il y aura une information systématique. Rien n'est fait. Rien n'est fait, mais on voit que les gens s'organisent. Et puis, ce réseau de profileurs Argo commence à fleurir également. Tous les pays, les points de couleur signifient que c'est une couleur par pays. On voit une collaboration internationale qui s'organise pour avoir des informations en mer, qui sont également transmises en temps réel et qui rentrent directement dans nos systèmes. Alors, on se lance un défi supplémentaire qui... Jusqu'à maintenant, on travaillait à l'échelle de l'ensemble du globe avec un modèle qui nous donnait un point tous les 25 km à peu près. C'est-à-dire qu'on avait une bonne description des grands courants, les grands équilibres, on y travaillait, et on s'attaque à un autre défi qui est d'augmenter la résolution de notre système, un point tous les 5 km, de travailler pour décrire la turbulence océanique, celle que vous avez vue tout au début, sur l'ensemble du globe, et de travailler à cette turbulence en temps réel, dans toutes ses dimensions, et également avec des tendances qui sont fortes. On touche là à des logiciels qui sont des monstres numériques. Ça exige des supercalculateurs, il n'y en a pas beaucoup capables, d'accueillir ce genre de systèmes qui sont énormes, et deux, qui sont d'accord pour le faire. Et en l'occurrence, on travaille ici avec Météo France sur ces questions-là. Des volumes de données qui sont également extraordinaires, des téraoctets à gérer et à trier pour extraire l'information utile. Et puis des informations qui ouvrent plein de questions scientifiques et qui exigent des collaborations avec plein de spécialistes différents. Donc on y va, on le fait. Et ce système a été développé, il tourne aujourd'hui en opérationnel, donc il est disponible, et il nous donne cette description de l'océan avec la couverture de glace, la température, les tourbillons que vous observez ici. Et je voudrais vous montrer ce que ça signifie en pratique en termes de progrès dans le type de produit qu'on est capable de fournir. Ce que vous avez sur l'écran, c'est la situation. Donc on va regarder que la température. C'est le Pacifique Nord-Est. Et on voit, ça c'est ce qui était en gros les données qu'on avait il y a une dizaine d'années. Quand on est passé avec notre système avec un point tous les 25 km, on a commencé un petit peu à régler
notre vision pour commencer à avoir de la turbulence. Et quand on est passé avec notre système avec une maille du 12e de degré, donc 5 km, on arrive à avoir ce genre de précision. Et c'est ce qui aujourd'hui est fait de façon systématique. Pacifique Nord-Ouest, même exercice, on augmente un petit peu avec nos systèmes, et là maintenant on a ces phénomènes de turbulence qui est maintenant notre quotidien. C'est ce qu'on fait de façon systématique, et à partir d'ailleurs, en l'occurrence à partir du 23 avril, ça passera sur des prévisions tous les jours. Jusqu'à maintenant, on faisait des prévisions toutes les semaines, on va faire ça tous les jours. Donc on augmente à chaque fois la qualité et la quantité d'informations utiles. Le Gulf Stream change de visage entre ce qu'on avait avant et ce qu'on a aujourd'hui. Le Golfe du Mexique, où on voit la naissance ici du Gulf Stream, a une toute autre allure. On retrouve les grandes structures, mais on a également des belles. On commence à avoir des images qui sont non seulement précises, mais en plus qui sont magnifiques. Notre situation au niveau de l'Europe du Sud et de la Méditerranée. Vous vous souvenez tout à l'heure de notre petite expérience du tout début, dans les années 95, où on regardait notre front océanique avec nos petits tourbillons. On les retrouve aujourd'hui, mais ils font partie d'un système qui couvre l'ensemble du globe. Le Pacifique équatorial Est, avec le lieu d'existence de El Niño et La Niña, avec cette zone ici, qui est une zone où on voit des courants d'eau froide qui remontent le long des côtes et qui sont des zones qui sont très poissonneuses. Et donc on est capable aujourd'hui, avec nos systèmes, de décrire de façon précise la position de ces fronts, qui est une information qui est utile pour les gens qui étudient les ressources de pêche. L'exemple du Pacifique Sud-Est et l'Atlantique Sud-Ouest. L'exemple de l'Indonésie, qui est une zone très complexe à représenter et très importante. Avec nos systèmes aujourd'hui, on arrive à décrire des structures qui ont un impact assez fort. Vous comprenez que dans ces tourbillons, on va s'y développer, on a également un impact sur la biologie. Donc les poissons connaissent ça, ils vont travailler ou vivre en fonction des fronts chauds et des fronts froids. Les tourbillons sont des zones de concentration. Donc on a besoin d'accéder à cette turbulence, et on n'a pas encore fini, c'est un échange d'énergie qui est important. Indien Nord-Ouest, Indien Ouest. Et puis je finis avec ça. Voilà, donc maintenant on a ce système à disposition, c'est notre quotidien, c'est notre matière première, on a développé l'ensemble des services à partir de ça. Et la question qui suit, c'est est-ce que c'est fiable? Parce qu'évidemment, une fois qu'on a montré tout ça, et surtout comme je viens de le faire, c'est-à-dire avec des belles images qui sont finalement des œuvres d'artistes, est-ce que vraiment c'est fiable? Alors là, on a cette question-là, elle nous ramène à cette discussion sur la capacité à valider l'ensemble de cette information. C'est 300 millions de points de grille. Et là, on est très très heureux d'une décision qui a été prise dès le début, c'est de développer l'océanographie opérationnelle en collaboration étroite, si ce n'est plus, avec la communauté scientifique. Dès le début, en fait, c'était une stratégie française, mais pas que, mais c'est une chose qu'on a décidé de faire en France dès le début. La science a toujours été très très proche de l'opérationnel, et l'opérationnel ne s'est jamais éloigné de ça. Et il y avait toujours une ambition qui était forte, une exigence scientifique très forte, c'est-à-dire que les systèmes devaient toujours être le plus proche possible de l'état d'art scientifique pour que la communauté reste accrochée à ça et soit aux premières loges pour valider les systèmes. Et c'est l'exemple que je vais vous montrer. Alors on fait des campagnes en mer, on valide de façon locale la qualité des systèmes. Je vais vous montrer tout autre chose, je vais vous montrer l'exigence qui est portée par les scientifiques sur la capacité de nos systèmes à représenter les grandes tendances. C'est-à-dire, ça va être une suite tout à fait logique avec ce qui a été présenté par Annie Cazenave. On va essayer de voir, il nous demande de vérifier que notre système, qui est fait pour être en temps réel, prévoir le tourbillon qui va émerger dans les 15 jours à une zone bien précise, est également capable de reproduire les grandes tendances de l'océan qu'on exige d'un système comme ça. Le premier exemple, c'est le niveau de la mer. On prend notre système, on va le comparer avec différentes simulations qui existent. Ici, c'est une collaboration qui a lieu avec l'Italie et la Grande-Bretagne. On prend alors on a tous des acronymes, on prend différentes simulations et on vérifie, on regarde comment chacun se comporte. Donc là, c'est l'élévation du niveau de la mer. Nous, on est en bleu et on voit qu'on est à peu près dans le groupe, donc c'est bien. Et on observe bien qu'on a de l'ordre de... On ne doit pas être très loin des 2-3 mm par an. En tout cas, on est dans la tendance et quand on regarde le détail, on peut expliquer les variations qu'on a.
Donc on réussit avec notre système à reproduire ce genre de choses, bien qu'il ne soit pas spécialisé pour ça. Le deuxième test qu'on fait, c'est de regarder la variation de la température moyenne entre 0 et 700 mètres. C'est bien beau de prévoir la température en surface pour les 15 jours dans une petite zone, mais est-ce qu'on est capable, sur l'ensemble du globe, en moyenne, entre 0 et 700 mètres, de reproduire cette tendance-là? Donc nous, ici, on est en rouge, et on dit que sur les 15 ans passés, on a augmenté de 0,1 degré. Et on voit qu'il y a des simulations qui sont un peu différentes. La prochaine fois, ils seront meilleurs. Aujourd'hui, ils sont un peu moins bons. Et on voit que en noir, ce que vous avez ici en noir, c'est outre les petites variations saisonnières, la climatologie, c'est-à-dire ce qu'on utilise comme référence généralement dans nos systèmes. Et on voit qu'en fait, comme il y a un certain réchauffement, en fait, tous nos systèmes disent que c'est en train de se réchauffer et que ça ne reste pas à la moyenne à 0. Quand on transforme ça en quantité de chaleur, donc en joules, on observe avec notre système qui est en bleu une tendance qui confirme en fait, ou qui est confirmée par les observations qui sont les petits carrés orange. Donc on reproduit cette tendance. Et on dit que on est passé, vous voyez, on est à moins 5 et plus 5, donc disons que sur les 10 ans, on augmente de 5 et 10 puissance 22 joules. Alors j'ai eu la curiosité de regarder à quoi ça correspondait, 10 puissance 22 joules, parce que je ne savais pas, et j'ai cherché ordre de grandeur, 10 puissance 22 joules, et on m'a indiqué que 3,9 10 puissance 22 joules, donc c'est-à-dire à peu près ce qu'on observe sur les 10 ans de variation, c'est l'estimation de l'énergie potentielle de toutes les énergies fossiles du monde. Voilà, donc énergie potentielle estimée des énergies fossiles dans le monde, ce qui est estimé en 2003, je crois. Ça veut dire que là, l'océan, dans les 10 ans, il a déjà fait ce parcours-là. Enfin, moi, ça m'impressionne. Vous restez calme, mais moi, ça m'impressionne. Autre test, la variation de la calotte polaire. Trois systèmes, un satellite, une simulation qui intègre l'information de satellite, une simulation qui n'intègre pas, et on est tous en train de montrer qu'ils sont en train de décliner ici, avec des pics qui sont très bas, et en 2012, ce sera encore pire. Et dernier exemple, qui reproduit la circulation méridienne de l'Atlantique ici. Là, vous reconnaissez le tapis roulant qui a déjà été présenté. On prend ici une zone test, un péage, on essaie de vérifier quel va être le transport d'eau que notre système observe ou modélise à cet endroit-là, sachant qu'on a justement des observations. Et le test est fait, les observations sont ici en noir, avec sur les années passées. À la fin, on avait des observations en noir. Nous, on est en bleu. On essaie de coller au peloton qui est ici. On n'est pas si mal. On n'est pas encore très très bien. Mais on est en train d'expliquer qu'à cet endroit-là, vous voyez, on est à peu près à, disons, une vingtaine de sphères drop. À cet endroit-là, un sphère drop, c'est 1 million de mètres cubes par seconde. Vous prenez 1 kilomètre, 1 mètre d'épaisseur, en une seconde, et il y a cette quantité d'eau qui est passée. C'est l'équivalent de l'ensemble des débits de tous les fleuves du monde. Donc là, on dit qu'il y en a à peu près ici qui passe une vingtaine. Voilà, le Gulf Stream, il est à 30, ici, il y en a 150. Donc là aussi, il y a une énergie colossale, et on essaie de vérifier que notre système est capable de le reproduire dans ses moyennes. Voilà. Et le dernier test qu'on fait, finalement, au-delà de la science, parce qu'on est assez satisfait de ce qu'on obtient, c'est de tester avec les utilisateurs ce qu'eux en pensent, parce que finalement, ils sont assez bien placés pour nous dire quelque chose là-dessus. Et donc, c'est ce qu'on fait au niveau européen. On s'est organisé, on a choisi tous les mêmes formats, on a interconnecté tous nos systèmes, on a mis un catalogue tous ensemble, et on a mis en ligne cette information en disant maintenant, dites-nous si ça vous intéresse, vous les grands utilisateurs, vous pouvez être des gardes-côtes, vous pouvez être un institut de recherche ou une société qui développe des activités commerciales, expliquez-nous si ça vous intéresse ou pas, et montrez-nous comment vous l'utilisez. Et on a commencé en 2009 au niveau européen, après l'avoir fait au niveau français. Et ce que je vous montre là, c'est le nombre d'utilisateurs depuis 2009, qui est passé de 0, évidemment, il n'y en avait pas, on démarrait, et qui petit à petit a commencé à utiliser cette information-là, et qui, sur l'année dernière, a doublé. Donc là, ça c'est un zoom de... Donc il y a 2 ans, ils étaient 300, ils étaient 1000 en avril 2012, et en avril 2013, ils sont 2000. 2000 grands utilisateurs. Un utilisateur, ça peut être l'Institut marine irlandais, qui récupère ça et qui ensuite, lui, va développer ses activités propres, qui va lui-même toucher une centaine d'utilisateurs. C'est 1000 organisations différentes et on a plus de 100 nouveaux inscrits chaque mois.
Donc on se rend compte que cette information systématique au niveau de l'océan, une information de base, hein, température, salinité, courant, couverture de glace, biogéochimie, acidité, pH, que les gens considèrent que d'abord c'est utile, qu'il y a de la qualité, et ils commencent à s'approprier cette information pour l'utiliser. Où sont-ils? Dans 88 pays, sur tous les continents. Ils sont répartis de façon assez harmonieuse entre une thématique météo et climat, l'environnement marin, des opérations en mer, des ressources marines. 50% d'eux appartiennent au monde de la recherche, ce qui veut dire deux choses. Que la qualité est suffisante pour les intéresser, sinon ils ne viendraient pas, et qu'ensuite il y en a qui attendent encore que le système soit bien maintenu avant de passer dans des phases opérationnelles, qui se répartissent de façon moitié-moitié entre les activités privées et publiques. Voilà. Et donc à partir de là, la Commission européenne a décidé d'y aller, et donc on a refait ça pendant quelques années, et ils sont en train de se reposer la question pour la suite. Mais ça, on s'en reparlerait la prochaine fois. Et je finis avec toute une série d'exemples pour vous montrer ce qui s'est passé maintenant dans notre vie courante en termes d'application pour répondre à ce service. On a toujours nos satellites, on a toujours nos observations in situ, on a toujours derrière nous les anges gardiens qui nous apportent des informations. On a 500 000 observations par jour qui entrent dans nos systèmes, qui circulent un peu partout en Europe, qui sont traités par des gens qualifiés, qui rentrent dans nos systèmes. On a des modèles d'océan qui tournent dans les différents centres de calcul à travers l'Europe. À Toulouse, c'est celui de Météo France. On fait des prévisions tous les jours, on fait des grandes prévisions chaque semaine. On a un océan qui est dynamique, thermique, chimique, biologique, et il y a une multitude d'applications différentes que j'ai essayé d'illustrer sur différentes images, mais que vous commencez maintenant à connaître à ce stade de mon exposé. Et je vous en donne un certain nombre d'exemples. On a par exemple les Brésiliens qui ont aujourd'hui adopté ce genre d'information comme information d'entrée dans leur système pour tout ce qui est les opérations en mer, pour le sauvetage en mer ou pour des soutiens aux opérations quelles qu'elles soient. En Lettonie, en Europe, des pays qui n'ont pas une capacité à développer des systèmes pour l'ensemble de la Baltique vont utiliser cette information qu'on leur fournit et eux développer des systèmes qui sont hyper côtiers en soutien aux opérations à leur garde-côte ici ou à leur service des douanes. La Belgique, un autre exemple qui vient de collègues de Belgique, qui, pour la gestion des écosystèmes, ou par exemple la pollution à l'approche des ports de Belgique, utilisent l'information générale qu'on leur fournit sur ce qui se passe en Manche et en Atlantique, et qui, en condition d'entrée de leurs différents systèmes. En Méditerranée, qui est une mer qui est assez polluée, à chaque fois qu'il y a une pollution marine, on déclenche un certain nombre d'opérations pour en décrire le comportement des polluants. Et ça, c'est un exemple qui nous montre un bulletin qui a été fait par le ministère de l'Environnement israélien, qui utilise des informations sur la Méditerranée dans le cadre d'une pollution qui a eu lieu ici. Et il y a quelques grands événements qui ponctuent un petit peu les dernières années, sur lesquels je voudrais passer brièvement. La tempête Xynthia, que malheureusement on connaît tous ici. Je voudrais vous montrer cet exemple-là, parce qu'évidemment, on en connaît l'impact, mais on n'a pas aujourd'hui dans notre système une capacité à répondre de façon très temps réel. C'est plus de l'ordre de la météo, cette échelle de réaction. Mais il est intéressant d'observer que dans nos systèmes d'océanographie opérationnelle, on a quand même une information. On voit ici passer l'onde. Vous la voyez se former ici, voilà, et vous voyez qui arrive d'abord sur les côtes espagnoles et ensuite qui vient frapper le continent français, les côtes françaises. Et on a déjà cette information sur le niveau de la mer avec ces variations rapides qui commencent à apparaître dans nos systèmes. Alors c'est certainement des évolutions qu'on va voir se développer dans le futur. Un autre exemple, c'est l'explosion de cette plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique en 2010, Deepwater Horizon, avec des sollicitations qui ont été faites pour récupérer des informations sur le courant, parce qu'évidemment, les opérations de lutte contre les pollutions ont besoin de cette information-là. Donc là encore, ce n'est pas nous qui sommes en première ligne, mais on apporte cette information-là. Et cette petite animation montre comment la présence de grands courants océaniques très turbulents va redistribuer en fait l'ensemble d'une particule. Ça n'est que théorique ici, hein, on lâche des particules et on regarde ce qui se passe, mais on voit évidemment que l'océan a un rôle de redistribution de ce genre de pollution. Et il y a un exemple qui est encore plus
désastreux en l'occurrence, qui est l'explosion de Fukushima, où on a le Kuroshio que je vous montrais tout à l'heure qui passe à portée de cette région-là, avec un petit tourbillon qu'on avait observé. Et il y a eu un couplage qui a été fait d'un modèle côtier, c'est un laboratoire toulousain, l'Observatoire Midi-Pyrénées, qui a fait ça, couplé à un modèle très côtier, donc avec une résolution beaucoup plus fine, à partir de notre système qui tourne sur l'ensemble du globe, et à partir de là, a pu reproduire le développement, ou a pu prévoir le développement comment les polluants, les particules polluées allaient être emportées par la mer. Et je vous montre ici la même animation qu'on a vue tout à l'heure, cette fois pour le Kuroshio, ce courant japonais, où on voit qu'évidemment, dès lors que des particules sont piégées dans ces courants, dans ces turbulences, on va les emmener ici dans le Pacifique. D'où l'importance d'avoir un système de surveillance en temps réel qui tourne de façon systématique avec une résolution suffisante et avec évidemment la capacité à fournir ces informations aux opérationnels en charge. Plus plaisant, parce que j'arrive vers la fin, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait une petite tribu qui avait des applications pour observer l'océan, pour des informations qui a priori ne servaient pas à grand chose, à part à rester connectés à la planète. Je voudrais vous montrer cet exemple puisqu'il est plus récent. Et là maintenant, vous vous souvenez de mon commandant de navire qui voulait aller à Malte. Et en fait, aujourd'hui, il peut télécharger une application qui va lui faire le routage. Alors, je la laisse, c'est quelque chose qui est assez récent. On nous a contactés en disant, tiens, on est très intéressé par vos produits, ils sont de très bonne qualité, ils sont gratuits, on peut y accéder. Et donc c'est une application qui permet de faire du routage. Alors vous choisissez votre zone, vous avez là le trajet que vous avez l'intention de suivre, donc vous êtes en bateau, vous choisissez là, voilà, et vous voulez aller ici. Donc on va vous laisser faire une fois la route qui a pris à la route qui n'est pas la plus intelligente, vous allez tout droit, et donc ça mesure tout, voilà, le vent, il n'y a pas que de l'océano, il y a un peu de météo aussi dedans, et ensuite vous demandez au logiciel de vous proposer la meilleure route pour arriver à ça. Et c'est du temps réel, ça, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, c'est enregistré, mais ça calcule très vite. Regardez, toutes les routes possibles sont calculées en fonction des conditions de courant qu'on a fournies. Et à partir de ça, votre téléphone va vous proposer de prendre une route plus intelligente. Et vous êtes libre ensuite de la suivre. Mais si vous la suivez, vous prendrez le petit bateau vert et vous arriverez juste avant le petit rouge. Voilà. Vous voyez? Et c'est une chose très plaisante de voir que des systèmes cette information qui est mise à disposition de tout le monde génère derrière d'autres idées et des réalisations qui sont aussi superbes que celle-là. Alors je vais conclure en empruntant des images à une conférence à laquelle j'ai assisté la semaine dernière à Copenhague, à l'Agence européenne de l'environnement, qui nous faisait un petit... en fait, on était réunis en tant que producteurs d'informations sur l'océan et on dressait un petit bilan sur l'état du milieu marin, qui n'était pas très heureux ce que je vous montrais, mais ça responsabilise, ça vous montre un petit peu le défi auquel on va s'attacher maintenant. Il nous disait que dans le milieu marin, qui était évidemment sous surveillance, qui était assez menacé, qu'il y avait seulement, dans la directive européenne qui existe sur l'évaluation de l'habitat faune et flore, seulement 10% des habitats marins et 13% des habitats côtiers sont évalués favorablement. Seulement 3% des espèces marines sont évaluées dans un bon état de conservation. C'est quand même pas génial. Il y a des activités maritimes qui sont en croissance, ce qui est bien par ailleurs, mais ce qui est un stress à prendre en compte. Un transport maritime qui courte distance, dont on dit qu'il va doubler d'ici 2050. Des parcs d'éoliennes offshore qui sont en croissance, d'activités en milieu marin en général, le tourisme nautique également, et la pêche également. Donc le milieu doit être géré de façon durable. Le climat n'arrange pas les choses puisque la température moyenne augmente, la chaleur moyenne augmente, la couverture de glace décroît et l'acidité de l'océan croît. Et les espèces marines, on dit que, donc ça c'est pas moi qui le dis tout ça, hein, que 1066 espèces marines vont être concernées par ce qui va se passer. Les changements environnementaux sont plus rapides que leur possibilité de s'adapter. Beaucoup d'espèces vont migrer vers le nord et dans certains cas, elles vont disparaître. Et donc, être capable de fournir à partir de notre savoir scientifique sur l'océanographie
sur l'océan. Cette information sur la biodiversité, sur l'état biogéochimique de l'océan, de telle sorte que les personnes qui vont gérer ces questions-là et toute l'information nécessaire et une information de grande qualité, c'est le grand défi qui nous attend maintenant. Et c'est ce à quoi, enfin, c'est une des leçons de la semaine dernière, ce à quoi l'océanographie opérationnelle va s'attacher dans les années qui viennent, en même temps que de faire en sorte que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant continue. Et avant d'arrêter, je voudrais vous montrer un petit film qui, j'espère, va vous inciter à adhérer à la tribu dont je vous parlais tout à l'heure. Normalement, il y a du son. Je n'ai jamais vu comme ça sur un grand écran avec du son. On va voir ce que ça donne.